Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire. Et si on parlait sport, avant de donner le sommaire de l'émission, eh bien, Sahar Ramadankum, Ramadan Mubarak, puisque c'est la première émission pendant le mois sacré du Ramadan. On va parler d'actualité aujourd'hui, comme toujours, et on parlera bien sûr de l'affaire de l'USMA face au club du RS Berkane avec le verdict du TAS qui vient de tomber il y a quelques jours et qui a donné raison sur toute la ligne à l'USM Alger et à l'Algérie de manière générale. On parlera également dans la deuxième partie de l'émission de ce qui fait aussi l'actualité, c'est le Ramadan et les athlètes, les joueurs algériens, leur préparation et également certaines frustrations de nos footballeurs qui se trouvent dans certains pays européens, pas certains je dirais, qui se trouvent en France surtout, là où ils connaissent quelques problèmes pour justement pratiquer leur religion et en même temps être compétiteurs. Voilà, pour en parler, pour animer ce débat, nous avons avec nous le plaisir d'accueillir tout d'abord Reda Abdouche, ancien dirigeant de l'USMA, ancien joueur également dans les années 60-70. Et également, il a, on va dire, présidé à toutes les démarches qu'il y a eu avec le TAS, avec la CAF, après cette sombre histoire du RS Berkane en coupe de la CAF. Reda Abdouche, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, et toujours un plaisir d'être avec vous pour essayer de donner la bonne information. Et également avec nous notre consultant Badreddine Belhadjouja qui, lui, va nous éclairer sur tous les aspects et surtout sur l'aspect de la préparation des athlètes pendant le mois de Ramadan. Badreddine Belhadjouja, bonjour et merci d'être là. Bonjour mon ami Redouane, bienvenue à notre invité Monsieur Abdouche Reda et puis bon Ramadan à tous les Algériens et à tous les musulmans dans le monde entier. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a quelques jours, le TAS a publié un communiqué dans lequel il a formellement interdit ce qu'il y avait sur les maillots du RS Berkane, c'est-à-dire une carte géographique fantaisiste qui remettait en cause la souveraineté du Sahara occidental au peuple sahraoui. Et donc, on a été très heureux d'accueillir cette décision du TAS parce que c'est l'USMA et également l'Algérie qui a été rétablie dans ses droits. Tout à fait. Je pense que ce qu'on peut dire de cette victoire, c'est d'abord qu'elle est collective. L'USMA d'Alger n'était pas seule dans ce dossier. Elle a été aidée par notamment la Fédération algérienne de football, et plus particulièrement par son président, il faut le dire. Nous avons été aidés aussi par son secrétaire général aussi. Hein, il a participé parce qu'on a fait Nadir Bouznet, parce qu'on a fait 3 réunions avec le président, on en a fait 3 avec le secrétaire général, puis après on a fait des réunions avec certains membres de la commission de discipline de la Ligue professionnelle de football qui nous ont aussi donné un coup de main. Et puis on a été aidé aussi par un expert algérien qui est au niveau de la FIFA. Moi je pense qu'il faut le citer aussi, c'est Mehdi Yahi, qui est un expert de la FIFA en matière de droit sportif. Donc ce sont des gens qui ont participé. Il y a d'autres personnes. Avant de, voilà, justement de rentrer dans les détails, vous allez nous raconter comment toutes les démarches ont été faites. Tout d'abord, je vous propose de suivre la genèse de cette histoire signée Riyad Belkhadim. Le tribunal arbitral du sport de Lausanne a finalement rendu son verdict en fin de semaine dernière dans l'affaire des maillots litigieux et contestés d'un club marocain. Revenons rapidement sur cette affaire.
Celle-ci avait éclaté en avril de l'année dernière après que la délégation du club du RS Berkane ait été d'abord accueillie chaleureusement par les dirigeants usmistes avant que la stupeur ne tombe, découverte du maillot de Berkane qui était floqué d'une carte du Maroc avec le Sahara occidental occupé et son peuple qui lutte encore pour son indépendance. L'Algérie ayant porté réclamation auprès de la CAF sur cette carte floquée sur le maillot du club marocain, cette dernière ayant à l'époque et statuant contre toutes les lois de la FIFA et du CIO, interdisant tout signe ostentatoire religieux ou politique, pris parti pour le club de Berkane. Cette décision défavorable pour les Rouges et Noirs vient d'être balayée d'un cinglant communiqué de l'instance juridictionnelle du sport international. Si l'avis du TAS ne change en rien la finalité de cette rencontre en aller-retour de la saison précédente, il démasque cependant les jeux de coulisses au sein de la CAF, à savoir les manœuvres de la Fédération de football du Makhzen, d'autant que l'avis de l'instance de Lausanne marque d'une part une victoire éclatante pour les instances sportives algériennes, ensuite une cuisante défaite des jeux de coulisses du Makhzen pour fausser et dévier l'esprit du sport. Le TAS, dans son communiqué, explique avoir admis l'appel de la Fédération algérienne de football contre la Confédération africaine et la Fédération royale marocaine, ainsi que le club Renaissance sportif de Berkane, concernant la validation des maillots du RS Berkane sur lesquels figure une carte du Maroc intégrant illégalement le Sahara occidental. Le tribunal arbitral poursuit dans son argumentaire réquisitoire que sur cette affaire des maillots litigieux contestés par le club algérien, précise que les maillots litigieux présentaient une carte géographique du territoire du Maroc comprenant le territoire du Sahara occidental et ceci ne correspondait pas à la carte officielle du Maroc telle que publiée par l'Organisation des Nations Unies. Le verdict de l'instance du sport de Lausanne est une belle victoire pour l'Algérie, pour la Fédération algérienne du football et pour l'USMA d'Alger, ses joueurs et ses dirigeants qui sont restés dignes et fermes pour faire respecter l'esprit intrinsèque du sport, loin de toute surenchère politique, dans le cas présent néocolonial. Voilà, Riyad Belkhadim a bien éclairci l'histoire, la situation. Ça aurait été clair, en fait, si la CAF n'avait pas mis son grain de sel, on va dire, son piment dans cette histoire. Ce n'est pas son grain de sel, puisque aujourd'hui, avec la décision du TAS, Reda Abdouche, c'est un double camouflé pour le RS Berkane et pour la CAF. Tout à fait. Non seulement elle a mis son grain de sel, c'est pas un grain, c'est un paquet de sel qu'elle a mis. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que la CAF a totalement bafoué sa réglementation et la réglementation internationale en la matière. Donc, on est très heureux de ce dénouement qui, pour nous, quand nous étions aux affaires donc, dans la gestion, ne constituait qu'une étape. Parce qu'il y a encore d'autres étapes. La seconde étape, on peut en parler d'une manière générale, c'est de demander des sanctions contre les gens qui sont dans toutes les commissions interpellées de la Confédération africaine de football et qui ont pris des décisions iniques et illégales, qui ont bafoué la réglementation. Ces gens-là doivent être sanctionnés. Et pour la parenthèse, il faut savoir, nos téléspectateurs doivent le savoir, qu'il y a, je crois, 8 ou 9 Marocains dans les commissions, les différentes commissions de la CAF. Ils ont investi toute la Confédération, évidemment. Quand vous savez, par exemple, je donne un petit exemple simple de toutes les inepties que nous avons vécues, la première décision a été prise, c'est une décision disciplinaire qui n'a pas été prise par la commission de discipline mais par la commission des compétitions, qui a outrepassé ses prérogatives. Après, la commission d'appel, qui aurait pu nous réhabiliter, qui aurait pu rétablir le droit, elle s'est rangée avec... C'est-à-dire que vous voyez qu'au niveau de la CAF, c'est vraiment un comportement... ridicule. Parce qu'on donne un match forfait à l'USMA alors que l'USMA était sur le terrain et le RS Berkane n'y était pas. Alors là, il faut expliquer pourquoi. Parce que vous savez que quand une équipe, quand on joue en aller-retour, quand une équipe au match aller, elle est déclarée forfait, elle ne joue pas le match retour. Elle est disqualifiée. D'accord. Donc nous, on était
d'après la commission d'organisation, qui n'avait pas à traiter ce dossier. Je le dis et je le répète. Oui, ce n'est pas les compétences de cette commission. Elle a outrepassé ses prérogatives. Donc, quand on est déclaré forfait au match aller, on ne joue pas le match retour. Or, nous, le match retour était programmé. On nous a laissé jouer. Si on avait voulu jouer le match retour, on l'aurait joué. Donc, vous voyez qu'il y a une incohérence dans l'application de la réglementation. Moi, je dis, on était dans le grand n'importe quoi, comme on dit. Oui, oui. Et donc, vous êtes ensuite, vous étiez obligé de vous diriger vers le TAS de Lausanne. Bien sûr, bien sûr. Et donc, le TAS de Lausanne, ce que je voudrais mettre aussi en évidence, c'est que c'est un travail qui a été collectif. La fédération a donné un coup de main, les commissions, les différentes commissions ont donné un coup de main. Il y a d'autres personnes, je ne veux pas citer le nom, qui ont véhiculé le message parce qu'il fallait éviter d'être court-circuité par la suite dans le traitement de ce dossier. On avait raison. Parce qu'il y avait un grand travail de coulisses de l'adversaire. De nos adversaires, exactement. Donc, le message est passé au plus haut niveau du Comité international olympique et au niveau de sa direction des affaires juridiques. Et au plus haut niveau aussi de la Fédération internationale de football par une même personne qui nous a aidés. Donc, ces gens-là, qu'ils en soient remerciés. Je voudrais aussi remercier aussi les corps constitués de l'Algérie qui ont fait un travail remarquable, à commencer par la direction des douanes qui a fait son boulot au niveau de l'aéroport, en saisissant momentanément, parce qu'ils leur ont redonné par la suite contre décharge, ils leur ont donné une décharge, puis à la suite ils leur ont restitué. C'était des maillots de propagande. De propagande, c'est de la propagande politique et ça n'a pas de raison d'être. Un. Deux, vous avez aussi les services de police au niveau de l'aéroport d'Algérie qui ont fait un travail remarquable de patience et de sang-froid, parce qu'ils n'ont pas cessé d'être... Ils n'ont pas répondu aux provocations. Exactement. Et c'était des provocations, mais alors, à un certain moment, moi j'ai dit, ils vont exploser, j'ai dit, mais ils ont tenu le coup, ils ont bien géré la situation, et ils ont fait leur boulot, parce que leur devoir, c'était de protéger cette équipe. Ce qui n'a pas été le cas pour notre équipe quand elle s'est déplacée au Maroc. Il y avait un comité d'accueil d'à peu près 200 personnes qui attendaient notre équipe à la sortie de l'aéroport. Nous, ce n'était pas le cas. Personne ne s'est approché de cette équipe. Leur sécurité a été bien maîtrisée. Même une salle qui leur a été dédiée en haut. Il y a un guichet qui a été dédié à cette équipe spécialement, pour uniquement l'équipe. Donc, un très bon accueil. Très bon accueil. Le président du club était à l'accueil avec un bouquet de fleurs, avec des dates, avec du lait. Il les a bien accueillis. Mais le président d'honneur n'est pas venu. Hein. Le fameux Fawzi Lerja, il n'était pas venu. C'est lui le patron du club. Oui, en fait. Bon, mais il y a un président, effectivement. Oui. Réellement, il y a un président qui s'est déplacé. Et donc, ils n'ont cessé de provoquer les agents de notre police nationale qui n'ont pas répondu, qui ont fait preuve de patience. Grand professionnalisme. Oui. À un certain moment, ils gênaient le passage en bas, ils les ont montés dans une salle seule, avec vitrée. Notre président leur a demandé s'ils voulaient manger quelque chose, s'ils voulaient des boissons. Donc, le club a été à leur disposition. Non, tout a été fait dans les règles. Hein, tout a été fait dans les règles. Et on veut remercier un peu tous ces gens-là, les gens qui ont travaillé jusqu'à 5 h du matin pour créer 2 jeux d'équipement pour cette équipe qui refusait de jouer avec un équipement autre que celui qui a été confisqué par nos douaniers. Donc tous ces gens-là, moi je pense qu'il faut les remercier. C'est pour ça que je dis c'est une victoire qui est collective. Les gens des différentes commissions qui nous ont aidés pour la validation et de notre feuille de route et de notre dossier. Parce que vous savez que dans des dossiers comme ça, il y a le fond et la forme. La forme surtout est très importante. Il faut éviter d'être hors délai. Il faut respecter les règles, toutes les règles. Donc tout ça, ça a été respecté avec l'aide d'autres éléments qui n'étaient pas dans le club, mais qui étaient dans la fédération, dans la ligue professionnelle et puis à l'extérieur. Je voudrais avoir aussi l'avis de Bedreddine Belhadjouja, qui n'est pas dans le football, mais qui est dans le sport quand même, qui a suivi aussi ces péripéties. Alors c'est véritablement aberrant de voir
une instance comme la Confédération africaine de football agir de la sorte. Vous avez connu les instances de l'athlétisme également, puisque vous étiez également au niveau de la fédération. Et ça peut pas être admis, ce genre de comportement des instances internationales. Mais bien sûr, Monsieur Redouane, moi ce que je retiens, parce que j'ai suivi de loin cette histoire du début, mais de loin, je dirais que c'était prémédité au départ. Il y a une équipe qui vient jouer en Algérie et qui est venue avec des provocations. Des dessins autres que le sport. Oui. Mais en même temps, ils avaient des relations avec les uns et les autres au niveau de cette confédération africaine. C'est ce qu'il faut dire. Donc ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que et pour le football et pour les autres disciplines, il faudrait placer nos hommes à l'intérieur de ces structures. C'est ce que je voulais entendre dire, justement. Sans ça, nos droits seront bafoués parce qu'on sait comment ça... Vous savez, ce n'est pas uniquement au niveau du football que ça se passe de cette manière. C'est-à-dire les règles sont bafouées, la réglementation elle est bafouée, même les règles techniques sont bafouées sur le terrain. Ce n'est pas uniquement au football, mais on l'a vécu en athlétisme, on l'a vécu aussi dans d'autres disciplines. Donc je dirais, basta. Aujourd'hui, il faut qu'on place, il faut qu'il y ait une stratégie de la structure suprême qui gère le sport en Algérie pour placer. Et pour cela, il faudrait qu'on ait des fédérations fortes. Mais oui. Non seulement des fédérations fortes, mais aussi des clubs forts, parce que les clubs vont participer, comme le cas de l'USMA d'Alger, vont participer à une compétition internationale. Donc moi je dirais chapeau pour les dirigeants de l'USMA. Maintenant, les gens qui ont aidé là et là dans les structures, je dirais que c'est leur devoir. Quand on est au niveau d'une fédération, on doit défendre nos clubs, on doit défendre même dans la structure du comité olympique. Alors, Reda Abdouche, il faut bien expliquer, parce que beaucoup de gens disent oui, mais l'USMA a perdu. Oui, les règlements ne peuvent pas faire revenir en arrière une compétition. Évidemment, l'USMA a peut-être perdu, a été éliminé de cette Coupe de la CAF, de cette édition-là. Mais l'USMA est le vainqueur moral. Et je vais dire, il y a eu une justice divine également, puisque le RS Berkane a été balayé en finale face aux Zamalek. Mais par contre, ce qui est le plus important, non seulement l'USMA est le vainqueur moral, puisqu'elle rétablit un règlement qui va être désormais appliqué, il y a jurisprudence maintenant, et ce RS Berkane qui risque de rencontrer encore l'USMA ou le CS Constantine ne pourra plus mettre ses maillots folkloriques sur le terrain, mais également c'est une grande victoire pour l'Algérie. L'Algérie qui défend la cause sahraoui et qui aujourd'hui, par le biais de cette décision du TAS, eh bien, implicitement, les instances internationales du football ne reconnaissent plus le Maroc selon la carte qu'il a présentée par le RS Berkane. L'Algérie, moi je dis d'une manière générale, a été à la bonne école. C'est un pays qui a été colonisé, qui a gagné son indépendance. Et le Sahara occidental est le dernier pays encore colonisé en Afrique. Exactement. Donc on sait ce que c'est. Les affres du colonialisme, on sait ce que c'est. On l'a vécu. On était tout jeunes, nous, mais on voyait, on entendait. Puis nos parents nous ont raconté ce qui se passait à l'intérieur du pays, tout ça. Donc les affres du colonialisme, on sait ce que c'est. On est loin. Un petit peu au nord, on est loin du Sahara occidental, mais on sait ce qui doit se passer. On sait ce qui doit se passer, parce que le colonialisme a le même visage partout. On a défendu des causes très éloignées, même l'Afrique du Sud, on les a défendus. Exactement. Donc ça fait partie de nos principes, et moi je pense que, je le dis en ce qui me concerne, si c'était à refaire, on le referait. Personnellement, je le referais. Tout ce qu'on a fait, on le referait. C'est vrai qu'on a hypothéqué un titre. Mais ça a été couronné de succès quand même, oui. sur le plan diplomatique, sur le plan politique. Maintenant, les gens savent que nous avions raison.
les gens savent que notre dossier était irréprochable. Et ça ne pourra pas se reproduire. Et que à l'avenir, des situations pareilles ne se reproduiront pas. C'est une bonne chose. Maintenant, il y a d'autres étapes. Nous, quand on était aux affaires, donc on avait prévu d'autres étapes. La seconde étape, c'était de punir, de sanctionner les gens qui ont pris des décisions anti-réglementaires. Au niveau de la CAF. Au niveau de la Confédération africaine de football. C'est hallucinant, les décisions qu'ils ont prises, des demi-décisions, on est déclaré forfait alors que nous étions présents au stade, notre équipe était présente au stade. C'est l'équipe adverse qui avait déclaré forfait, donc on perd par forfait. Mais si on perd par forfait, on ne devait pas jouer le second match, le match retour. Or, on a été autorisé à jouer le match retour. Donc la CAF nous a mis dans un pétrin, dans un imbroglio, en bafouant la réglementation, quelque chose d'inimaginable. C'est inimaginable, une confédération africaine, mais alors c'est un niveau vraiment, comme dit un ami, c'est... Vraiment, ça n'a pas de nom. Il y a eu le silence, j'allais dire, complaisant du président de la CAF, Motsepe, qui aurait pu intervenir, dire allez, arrêtez le cirque, parce que c'était un vrai cirque, en fait. Moi, je pense que les uns et les autres, à travers des relations personnelles, n'ont pas les coups des franches. C'est aussi simple que ça. Connaissant le football et connaissant ces relations, c'est pas la peine d'en parler aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais je sais qu'il y a des relations qui sont très personnelles entre le président de la Confédération et d'autres personnes. Et d'autres personnes qu'on va citer, Fouzi Larja, qui était devenu pratiquement, et tout le monde le disait, on a eu dans Canal Algérie des journalistes africains qui ont dit que le vrai président de la CAF, c'était lui. Donc, tout ce qu'il a fait, ça a été manipulé peut-être même, pas peut-être, sûrement, pas à un très haut niveau de son pays pour justement déstabiliser l'Algérie et nous détourner de nos principes, alors que nous, on restera toujours sur nos principes jusqu'au bout, avec cette histoire du Sahara occidental. Oui, pour ajouter un petit peu de crédit à ce que vous dites, je peux vous dire que j'ai assisté à la réunion technique d'avant-match et le président du club était à l'accueil de cette équipe quand elle est arrivée à Alger. Donc je peux vous dire que leur président avait constamment le téléphone à la main, il s'isolait, il parlait, il allait, il faisait des 100 pas, il revenait. Donc c'était pas lui qui prenait les décisions, il recevait des instructions de C'était une machination, c'était une machination qui avait été préparée justement dans un but tout à fait extra-sportif. Et comme vous le dites, aujourd'hui, on espère qu'il y aura des sanctions au niveau de la CAF. Ça, on n'est pas très... Moi, je ne suis pas très optimiste, mais enfin, on va dire, on espère. Si nous avions été encore aux affaires, donc dans la gestion, on aurait quand même impulsé et fait un bon boulot pour que ces gens-là, ils doivent être sanctionnés de toute manière. Et ce n'est que la deuxième étape. Parce que la troisième étape... C'est le club RS Berkane qui doit être sanctionné également. Le club, bien sûr, le club pour ce qu'il a fait. Bon. Le club, mais comble du ridicule, c'est que le club a publié un communiqué après cette histoire en disant... Pardon, excusez-moi Ardouane, mais il y a eu une gestion de ce dossier par la CAF. Voilà. Ça veut dire qu'il a été mal pris en main, il a été très très mal géré. Et comme vient de le dire notre invité, oui, certaines personnes doivent être sanctionnées au niveau de la CAF parce que c'est eux qui ont pris en charge. Moi, je rajouterais aussi, c'est que la Fédération internationale doit sanctionner et infliger des sanctions au niveau, à la CAF. Puisqu'il y a eu la dernière, si vous voulez, décision, donc automatiquement, ça va suivre avec des sanctions de la part de la Fédération internationale. Parce que tous les règlements au niveau international ont été bafoués dans cette histoire. Mais c'est ça. Oui. Alors, et pour ajouter encore du crédit à ce que vous dites, je peux vous annoncer que
Parallèlement au dossier que nous avons conçu et qui a été envoyé au TAS de Lausanne, nous avons fait un second dossier que nous avons envoyé à la commission de l'éthique de la FIFA. Et qui est resté sans réponse jusqu'à aujourd'hui, en demandant des sanctions contre la CAF pour toutes les décisions qui ont été prises par les différentes commissions, la commission des compétitions et la commission d'appel qui est dirigée par une dame, donc des sanctions soient prises parce que la réglementation a été bafouée. Pour conclure, ce dossier, pour conclure cette première partie, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a une interconnexion entre la CAF et la FIFA au plus haut sommet. Hein. J'en dirai pas plus. Oui. Vous avez compris ce que je veux dire. Les deux présidents sont très liés. Il y a aussi un autre aspect Donc, c'est de sanctionner les gens qui ont fauté. Il faut qu'ils soient sanctionnés. Pas de problème. Il faut qu'ils soient sanctionnés. Il faut qu'ils quittent leur poste. Parce que c'est de l'incompétence caractérisée. Ou un parti pris qui est motivé par d'autres paramètres. Il y a aussi la troisième étape. La troisième étape, c'est le préjudice moral et financier. Oui. Le préjudice moral et financier, vous savez qu'on a été finaliste, donc on connaît les chiffres, ce qui devait nous revenir, parce qu'on nous a privés de jouer 4 rencontres. Oui. Les 2 demi-finales, la finale, parce qu'on aurait été en finale et on aurait gagné une seconde fois. Bien sûr. On l'aurait gagné la seconde fois. Et les 2 demi-finales et la Coupe des Champions, avec le vainqueur de la Ligue des Champions. Donc nous, on a fait une estimation à travers les recettes qui nous ont été virées par la Confédération africaine de football pour la Coupe que nous avions gagnée. Donc on a fait une estimation qui s'élève à 2 millions de dollars. Donc la troisième étape, c'était de demander le couvrement de ce préjudice moral et financier par le versement d'une somme de 2 millions de dollars. Voilà, on arrive à la fin de ce premier dossier. Reda Abdouche, merci, mais vous restez avec nous puisque vous avez été joueur également. Vous avez connu la compétition pendant le mois de Ramadan. Badreddine Belhadjouja, lui, également, est très bien placé pour nous en parler, puisque c'est un technicien avéré. Donc, on va parler maintenant du Ramadan et du sport, la préparation des athlètes, l'impact que ça a sur l'athlète, etc. Donc, tout d'abord, première question s'adresse à vous, Badreddine Belhadjouja. On dit souvent que c'est difficile d'allier le Ramadan et le sport, alors qu'en vérité, on assiste quand même quelquefois à de très belles performances qui sont réalisées par les athlètes dans différentes disciplines, mais vous avez peut-être une vision un peu plus pointue, c'est-à-dire que dans certaines disciplines, c'est plus facile de se préparer par rapport à d'autres. Alors, je dirais, Redouane, ce n'est pas par rapport à certaines disciplines, mais c'est par rapport au niveau de la pratique sportive. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait de la compétition nationale? Est-ce que c'est un championnat local? Est-ce que c'est un championnat continental tel que les championnats d'Afrique? Ou bien c'est un championnat du monde où on se prépare pour des Jeux Olympiques, pour se qualifier aux Jeux Olympiques? Le niveau n'est pas maintenant, bah oui. Maintenant, si on parle du haut niveau, de la haute performance, je dirais tout simplement sans rougir que le jeûne et la pratique sportive ne marchent pas. Ça, c'est prouvé par les scientifiques. Certains documents ont voulu dire le contraire, mais je dirais, quand on parle du haut niveau, de la haute performance, on ne peut pas jeûner et aller faire de la compétition. Ce n'est pas vrai. Maintenant, si on parle d'un championnat, par exemple, arabe, mais ça dépend aussi des disciplines, parce que, bon, excusez-moi de vous couper, moi, par exemple, je peux vous dire, j'ai vécu ces événements, la Coupe du Monde de football, c'était pendant le mois de Ramadan, on a battu l'Allemagne, c'était pendant le mois de Ramadan, on s'est qualifié au Brésil pour les 8e face à la Russie. Oui, au Mexique, c'était pendant le Ramadan. Oui, exactement, mais au Mexique, les résultats n'étaient pas aussi bons. On va dire qu'il y a eu de bons résultats en Espagne et au Brésil, et c'était pendant le mois de Ramadan. Il y a plusieurs paramètres, M. Redouane, il y a plusieurs paramètres. D'abord, parlons du niveau de la pratique.
Donc quand vous me parlez de 1982, moi je ne pense pas que nos joueurs ont jeûné ce jour-là. Hein? Ah non, non, ce n'est pas tous les joueurs qui ont jeûné. Maintenant, autre chose, on peut aller plus profondément dans la discussion et dire un joueur qui va jouer 30 minutes et un joueur qui va jouer 90 minutes, ce n'est pas la même chose sur le plan physiologique. Donc voyez-vous, d'abord c'est le niveau de la pratique sportive. Et quand on parle du haut niveau, ce n'est pas vrai, on ne peut pas allier jeûne et la haute performance. C'est difficile, vous voulez dire? Non, c'est très très délicat. Ce n'est pas uniquement difficile, mais c'est très, très délicat. Je vous donne un exemple. On a un macrocycle d'entraînement et pendant cette saison, vous avez des Jeux Olympiques au bout. Est-ce qu'on va casser tout un mois? Est-ce qu'on va baisser? Est-ce qu'on va travailler avec des charges modérées? Est-ce qu'on va travailler avec des charges... Là, vous parlez de discipline individuelle. Non, mais même pour une équipe de football, même pour une équipe collective, même pour le handball, on doit préparer sur un macrocycle des Jeux Olympiques ou un championnat du monde. Donc, voyez-vous, c'est la compétition qui détermine le niveau de compétition, qui détermine quel est l'impact du jeune sur Reda Abdouche, vous avez eu l'occasion de jouer à l'époque avec l'USMA et pendant le mois de Ramadan. Comment vous arriviez à gérer tout ça? C'était difficile, c'était vraiment très difficile. On jouait, et à l'époque on ne jouait pas en nocturne. Il n'y avait pas de nocturne. On jouait pendant la journée, c'est crevant, c'est une fatigue extrême. Et on a frôlé des accidents parce que quand on arrive à la maison, on est déshydraté, on ne peut pas manger, on peut pas. Donc c'est vraiment très très difficile. Très difficile. À un certain moment, on jouait les matchs à 15h, 14h, 15h pendant le Ramadan. À l'époque où j'étais joueur de football. Et à des périodes où il y avait de grosses chaleurs également. Des grosses chaleurs, ah oui, c'est terrible. Mais même s'il n'y a pas de chaleur, vous vous déshydratez quand vous faites un effort physique. Un petit effort et puis vous dépensez de l'eau. Alors, on va continuer à en parler, mais tout d'abord, je vous invite à suivre un sujet que nous a préparé Salah Delbel, justement avec plusieurs athlètes, différentes disciplines, sur justement comment gérer cette période de Ramadan pour les sportifs. Chaque année, le mois sacré du Ramadan apporte son lot de défis pour les athlètes musulmans. Leur horloge biologique est perturbée, leur alimentation modifiée et leur horaire d'entraînement ou de compétition réajusté. Une situation qui, bien que particulière, est généralement bien acceptée par la plupart d'entre eux. Les athlètes de haut niveau, généralement, ils s'entraînent 2 fois par jour, avant le ftor et après le ftor. Il y a un programme minutieux. Généralement, pendant le Ramadan, les athlètes je parle des athlètes de haut niveau musulmans font du maintien. Pour les techniciens, ils mettent en place un programme spécifique afin d'aider leurs athlètes à maintenir leur niveau de performance tout au long du mois. Pendant cette période-là, c'est un mois qui est vraiment, je le dis, un peu difficile pour l'adaptation pour les jeunes. Ça veut dire qu'ils doivent s'entraîner pendant la période, au moment de la compétition, pour qu'ils puissent surmonter les efforts et leur fatigue par rapport à cette compétition, et ça se prépare dans les séances d'entraînement. سطرنا برنامج انه نحطوا اللاعبين في لي بون كونديسيون بور لونترينمون ولا الروبوز. ان شاء الله معولين ان شاء الله حنايا السيونس الاولى تكون مثلا لا ميسكيلاسيون، الدوزيام سيونس تكون نديرو سيت دو سيت نديروهم. البروغرام دونترينمون يكون فيه ان شونجمون سورتو سور لو بلان فيزيك سور لو بلان تكنيك. هذوك سي لي سيونس دونترينمون نقصوا بون توجور في الاول نقصوا في لاشارج سور لو بلان فيزيك. نهار اللي تكون هذيك لادابتاسيون فيزيولوجيك تاعهم نعاودوا نولوا للريتم تاعنا اون سيونس بار جور. ويا الارهاق كما نقولوا بصح كما تفاهمنا مع المدرب ديالنا مدلنا 3 جور روبو باش نجيريو هذوك 3 جور باش يعني نولفوا رمضان، ومن بعد ان شاء الله التروازيام جور نبداو بالعقل نبداو ميسكيلاسيون قبل المغرب وفي الليل يبداو لي زوندرمون بالعقل. Sur le plan scientifique, le jeûne présente de nombreux bienfaits pour l'organisme. Cependant, pour un athlète de haut niveau, certaines règles doivent être suivies.
لازم ليجين دو في تكون كوريكت بارابول المونك دو سومي اللي راح يكون سيرتو ان جوار ولا ان اتليت دو نيفو لازم يسو باز على ليجين دو في ولو سومي تاعو لازم يكون عنده ان ماكسيموم دو سومي لا روشاش تاع لي 8 اور او موا لازم يكون فيها لو ريجيم اليمونتير لا ديجيسيون تاعو لازم يكون ريجيم ايكيليبري لا ريكيبيراسيون توجور لازم تكون ابري لا ريبتو دو جون تاعو لازم توجور سو باس سو لي ليكيد سيرتو لو ابري لي زونطرينمون ابري لي فور تاعو بارابول لانتونسيتي دي زونطرينمون ولا لانتونسيتي تاع لي فور راح تكون étudiée avec les entraîneurs ou les préparateurs physiques. Si certains s'adaptent rapidement et gèrent parfaitement cette période, d'autres rencontrent plus de difficultés. Néanmoins, après quelques jours, leur corps trouve un nouvel équilibre. Pour les entraînements, on entraîne في الليل العشرة بالك مور تراويح باش تونطريني ولي ماتش كيف يتلعبوا على 10 تسمى لور دونطرينمون هي لور دو ماتش تسمى سا طوم بيان هذه عفسه بوزيتيف وهذا ما كان حب يقول تضبط عادي باسكو كونترير بالك تخرج من ذاك في رمضان تلقى راحتك خير من الفطار. مو بيرسونيلمون انا نحب رمضان باسكو يساعدني في هذاك لو ريتم تاع رمضان يساعدني بزاف يعني شاك فوا نحس روحي بيان في رمضان باسكو نكون ما ناكلش بزاف نكون سما نجيري روحي نحس روحي بيان سيرتو في لي زونطرينمون تاع افون الفطور نطرينيو حنا مور الفطور الحمد لله ما عندناش بروبليم مع رمضان سما بيان. Un mois à gérer, quelques jours pour s'adapter, le ramadan apporte des bienfaits, mais impose aussi certaines contraintes aux athlètes de haut niveau. Si la majorité adhère aux jeûnes, certains restent sceptiques quant à son impact sur la performance. La question se pose alors, faut-il un encadrement spécifique pour les sportifs pendant le ramadan? Alors, on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, ça c'est au niveau local, hein, au niveau national. Bon, ils arrivent plus ou moins à gérer cette contrainte et cette période. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, hors antenne, on parlait de après le ramadan. Bah oui. Est-ce qu'il y a un travail spécifique à faire après? Après ramadan, si par ma foi, il y a un entraînement avec... Vous savez, la charge d'abord, c'est deux paramètres, un volume et de l'intensité. Si on s'amuse à ne pas baisser ces deux paramètres, c'est-à-dire travailler modérément, le danger vient 10 jours après le mois de carême. Le danger, c'est-à-dire les risques de blessure. Parce que le corps est pratiquement sec, le corps. Pourquoi? Parce qu'après le mois de carême, on a un autre biorhythme. L'athlète va rentrer dans une autre vie. C'est-à-dire il va changer ses habitudes. Et là, les risques de blessure s'installent. Moi, je voudrais d'abord saluer le reportage de Sarah. Et là, ça reflète quand même, si vous voulez, elle nous ramène des équipes qui vont jouer un national. Et un national, ils vont jouer avec les mêmes conditions que d'autres équipes qui ont jeûné. Moi, je parlais tout à l'heure où le jeûne ne marche pas. C'est quand vous jouez contre des équipes qui sont... voilà. Oui, on ne peut pas faire démarrer une dodoche, une de chevaux et une Mercedes et dire que la dodoche va pouvoir gagner la Mercedes. Ça, c'est pas possible. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas rougir, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Si on prépare des Jeux Olympiques, on ne peut pas jeûner pendant un mois. Ça va casser tout le rythme de l'entraînement. Ça, c'est clair. Et la planification, elle est bafouée. Déjà chez nous, en Algérie, plusieurs fois, des entraînements sont annulés, le stade est fermé, les aléas, donc l'entraîneur est en perpétuel changement dans son programme, rajoutant à cela pour préparer des championnats du monde, faire le mois de carême, je dirais que c'est aberrant, c'est dangereux. Mais au niveau national? Au niveau national, c'est possible parce que c'est des équipes qui vont s'affronter, ce sont des équipes qui ont jeûné, les deux, c'est pas la même chose. Alors, un autre aspect, puisqu'on est dans ce sujet du ramadan et des performances et de la compétition, cette fois, je passe à un autre, pas un autre sujet, puisque c'est le même. Pendant le ramadan, vous le savez, vous suivez l'actualité, certains footballeurs, notamment les footballeurs algériens,
sont quelquefois confrontés à des difficultés, ceux qui évoluent en Europe, et plus particulièrement en France, puisqu'on vient d'apprendre il y a 2 jours que la Fédération française de football a diffusé un communiqué dans lequel elle dit que il ne peut pas y avoir de pause pour la rupture du jeûne, alors que ça se fait en Angleterre, ça se fait en Allemagne, aux Pays-Bas. Pendant le match, les joueurs, au moment de la rupture du jeûne, ils vont sur le banc et ils prennent une date et un verre de petit lait et ils reprennent le jeu. Ça se fait normalement, personne ne trouve à redire. En France, on dit que c'est du prosélytisme et certains joueurs même subissent des pressions. Il y a des entraîneurs même qui écartent des joueurs de l'équipe, comme ça a été le cas de Hadjam, l'international à Nantes, avec l'entraîneur Camboiré. Il y a eu également à Nice, Galtier qui avait écarté des joueurs algériens. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un 2 poids 2 mesures. Pourquoi certains pays européens acceptent, d'autres non? Je pense que la France est un pays qui est particulier par rapport aux autres pays européens. Moi, je pense que c'est un peu les conséquences de... Ça rentre un peu aussi dans un peu la cabale politique qui se déroule. Actuellement, oui, c'est un peu mis en exergue, mais ça a existé en France. Ça a existé en France depuis un certain temps. Aujourd'hui, les gens ne se cachent plus pour exiger, pour être exigeants. Là, à un certain moment, c'est la lutte contre l'islam, finalement. C'est tout. J'allais dire une guerre de religion. Non, mais enfin, psychologiquement, c'est un peu ça. C'est surtout... non, c'est de l'intolérance. De l'intolérance, et puis il faut diminuer un peu tout ce qui vient des Algériens. Chacun ses rites et chacun ses croyances. Bien sûr. C'est ça. Hein. C'est un peu le jusqu'au boutisme qui on voit l'image Camboiré avec Hadjam, l'international algérien. Il lui avait fait tout simplement du chantage. Il lui a dit si tu jeûnes, tu ne joueras pas parce que tu n'es pas performant. Et là, au niveau de la performance, moi je peux vous donner des exemples. Je ne sais pas si vous avez vu Mohamed Saleh pendant le Ramadan, Kanouté également, l'international français qui est musulman, Benzema, Karim Benzema, qui a marqué même un triplé une fois pendant le mois de Ramadan. Donc il y a anguille sous roche, comme on dit. Bien sûr. Vous savez, c'est des préjugés qu'on met en exergue comme ça et puis qu'on impose. Parce que effectivement, quand vous voyez les performances, juger un joueur, un athlète, sur sa performance, c'est admis, tous les entraîneurs le font. Si vous êtes bon, vous jouez. Si vous n'êtes pas bon, vous jouez. Si vous voyez que pendant si vous voyez que pendant le match, le joueur ne donne plus, il n'a plus de, vous le sortez et vous le remplacez. Bien sûr. Bah oui, en sport collectif, ça peut se faire. Mais dans certains sports individuels, ça ne peut pas se faire. Oui. Par contre, moi, pour revenir au cas des joueurs algériens qui évoluent à l'étranger ou spécialement en France, moi je dirais si, ma foi, l'intention de l'entraîneur de ne pas faire jouer son joueur parce qu'il jeûne, si l'intention est dans le sens de le préserver pour qu'il n'y ait pas de blessure, pour qu'il ne se fatigue pas, etc., je suis d'accord. Par contre, si l'intention, plutôt, elle est malsaine, si vous voulez, c'est juste pour l'empêcher de couper le jeûne, par exemple, comme on a vu sur les images, moi je dirais que c'est aberrant. Non, il faut pas. Moi, personnellement, comment j'aurais réagi en tant qu'entraîneur de football? Ceux qui jeûnent joueront une mi-temps, joueront 60 minutes, je ne sais pas. Ça a été le cas, justement, on va répéter encore le cas de Hadjam, ça a été le cas. Il lui a dit carrément, avant le début du mois de Ramadan, il lui a dit si tu jeûnes, tu ne joues pas. Tu ne joues pas. La logique voudrait que pour un joueur qui est titulaire dans son équipe, que son entraîneur le juge sur son rendement. D'accord? Il n'a pas à s'immiscer sur ses choix religieux. Hein. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, c'est clair, il a sa religion. Maintenant, sur son rendement, oui, il peut le juger.
Il peut le laisser jouer en faisant son ramadan, il peut le laisser jouer et puis il juge son rendement par la suite. S'il est bon, il le laisse. S'il n'est pas bon, il l'enlève. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Mais il ne doit pas faire une pression. Non, du tout, ça c'est clair. Non, on ne doit pas rentrer dans les considérations religieuses, etc. Ça c'est exclu. Par contre, je voudrais revenir sur les dires de tout à l'heure, c'est-à-dire que certains joueurs ont performé lors du mois de carême. Il ne faudrait pas généraliser, il y a des exceptions, dans le sport il y a des exceptions. Oui. Nos médaillés olympiques sont des exceptions, ce n'est pas le fruit d'une stratégie. Maintenant, pour dire que le mois de carême peut marcher avec l'entraînement de haut niveau, moi je dirais non. A priori, maintenant, pour faire des études, ce n'est pas sur un cas. Je reviens au football. Hein. Vous m'excuserez parce qu'on était en train de parler de football. Moi, je veux vous poser une question à tous les deux. Quel est le championnat le plus élevé sur le plan de l'intensité, du jeu, du volume, de la qualité? L'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, vous pensez que le football français est à leur niveau? Il n'est pas à ce niveau. Alors, mis à part trois matchs, trois matchs qui sont intenses, les autres. Là, dans ces pays-là, on autorise les joueurs à jeûner, on leur met même une pause pour aller la rupture du jeûne. Alors, il y a quelque chose. On peut pas nier les intentions qu'il y a derrière. Voilà, c'est ça le sujet de la discussion. Oui, très Donc, ça veut dire qu'il y a une connotation islamophobe dans cette histoire. Mais c'est sûr, surtout quand il s'agit de la France, il faut le dire sans rougir, c'est clair. Maintenant, nous, on parle d'un point de vue scientifique, d'une manière générale. D'un point de vue scientifique, il faudrait faire des recherches réelles. Les recherches... Ça, c'est un aspect. Oui, c'est un autre. Oui, effectivement. Oui. Donc, bon, moi, je ne répondrai même pas par rapport à l'intention des uns et des autres en France. C'est vrai que ça porte préjudice sur leur carrière, etc. Ça nous fait mal parce que c'est nos joueurs, ce sont nos internationaux. Et quand notre religion aussi. Absolument. Et on défend notre religion et nos internationaux qui ont cette foi, ils veulent pratiquer leur religion. Comme les autres le font, et je ne vois pas pourquoi on leur met un frein parce qu'ils veulent jeûner. S'ils pensent qu'ils peuvent être performants en jeûnant, on les laisse faire. Si on voit qu'ils ne sont pas performants... Nous n'avons pas de problème avec notre religion. Ce sont eux qui ont un problème avec notre religion. Donc notre religion, elle n'a même pas besoin d'être défendue. Ça, c'est clair. Donc, on espère qu'il y aura des changements, mais quand j'ai lu ce communiqué de la Fédération française de football, franchement, j'ai trouvé ça aberrant parce qu'ils devraient s'occuper d'autre chose que de cet aspect en disant que c'est du prosélytisme. C'est pas du prosélytisme du tout. Pas du tout. Bon... Venant de cette fédération, moi je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions aussi. Hein. Bien sûr. Surtout dans le climat actuel des choses où les gens font dans la surenchère, donc c'est à qui va le plus loin possible. Et les gens qui sont visés, ce sont les Algériens, ce ne sont pas les autres. Ce sont surtout les Algériens. Donc c'est clair. D'où ça vient, on le sait très bien d'où ça vient. Donc, moi je dis, il ne faut pas se faire d'illusions quand on vit dans un pays comme ça. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait ce type de comportement. Oui, parce que en ce moment, c'est véritablement c'est un prix à payer. Hein. Un prix à payer pour les joueurs. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a beaucoup de joueurs d'internationaux algériens qui ont fui la France. Ils sont partis dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, etc., à cause de ça, justement. Ils n'arrivaient plus à vivre dans cette atmosphère et ce climat de... Parce que quand un entraîneur vous dit « je ne vous fais pas jouer parce que vous jeûnez », non, c'est pas normal. Je ne vous fais pas jouer parce que vous n'avez pas un bon rendement, là je dis d'accord. Ok.
j'ai pas un bon rendement, ok, quand j'aurai un bon rendement, je reviendrai dans l'équipe, je suis d'accord. Mais qu'on ne dise pas à un joueur et qu'on ne me dise pas, l'entraîneur a dit, si tu es jeune, tu ne peux pas jouer. Non, non. L'idéal aurait voulu, vous savez, je fais toujours le parallèle. À un certain moment, nous avions, quand j'étais joueur à l'USM Alger, on avait comme entraîneur Mustafa Zitouni, il nous a entraînés pendant une saison, une ou deux saisons. J'étais étudiant à la fac. Il me disait, demain on s'entraîne à 10 h, est-ce que tu peux venir? Je dis, je ne peux pas, j'ai cours toute la journée. Il me dit, à 6h30 du matin, tu peux venir? Je lui dis oui. Il me dit, d'accord, alors tu habites à El Biar, je t'entraîne au stade d'El Biar. Il venait à 6h30 du matin et il m'entraînait, il se mettait à ma disposition. Ce qu'il aurait fallu, c'est que ces entraîneurs-là qui empêchent des joueurs algériens de jouer parce qu'ils jeûnent, c'est de se mettre à leur disposition, c'est leur joueur. Oui, absolument. Il a une autre religion, c'est son droit le plus absolu. Mais je me mets à ta disposition. Il faut travailler de cette manière, il le fait travailler d'une autre manière, avec un horaire différent. Je me suis entraîné à 6h30 du matin. 6h30 du matin, à 7h, il me raccompagnait jusqu'à la fac. Quelle belle... Il payait mon petit déjeuner. Quelle belle conclusion. On arrive à la fin de l'émission, malheureusement, on a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la question. C'est vrai que les avis sont plus ou moins partagés, mais il y a tout de même le respect de la religion et le respect de la performance également, qui peuvent se conjuguer ensemble. Je voulais ajouter deux petits points qui me très rapidement. Très rapidement. Ce qu'il faudrait, c'est que les autorités sportives algériennes demandent à la Confédération africaine de football d'éviter de programmer des matchs de Coupe d'Afrique, que ce soit en équipe nationale ou en équipe de club, pendant la période du Ramadan. Oui. Ou alors, surtout pendant la journée. La deuxième, c'est que c'est vrai que pendant le Ramadan, les athlètes doivent s'adapter, les staffs techniques doivent s'adapter, mais il faudrait qu'il y ait aussi les moyens infrastructurels qui doivent suivre. De récupération, surtout. Même d'entraînement, l'infrastructure sportive en elle-même. Il faudrait pouvoir s'entraîner le soir, donc avoir l'éclairage. Oui. D'accord? Que ce soit pour les sports co ou que ce soit pour les sports individuels. Le soir, on s'entraîne la nuit. Après la rupture du jeûne, on peut s'entraîner 2 heures après ou 3 heures après, une fois qu'on a digéré. Mais là, il faut qu'il y ait les moyens aussi pour pouvoir s'entraîner. Reda Abdouche, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre participation et tous les éclairages que vous avez apportés. Également, merci à notre consultant, Badreddine Belhadouja, qui est toujours égal à lui-même. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis Sahaf Torkoum et excellente soirée du Ramadan avec Canal Algérie.